Pourquoi c'est sombre? La face est toujours sombre. Si ce n'est pas sur la En cas, je mets là, ça se mouvait un peu. Oui, là c'est bon. Citoyennes, citoyens, comme annoncé, nous nous excusons d'abord du retard, parce que le direct était prévu il y a 3 minutes, heure du Cameroun. Nous avons ce petit retard, mais pourquoi pas, il fallait bien se préparer. À la réalité, ce direct s'est imposé au regard d'un certain nombre de préoccupations de type national qui interpellaient non seulement mon engagement, mais surtout l'OFORANGE, dont j'en suis l'un des mandataires. Et nous avons souhaité, dans cette série de directs, traiter d'une part de l'affaire de la Basque, des négociations de Genève, du dialogue national, du tribalisme et enfin de la solution pour la crise camerounaise, c'est-à-dire la transition politique que nous avons prescrite. D'abord, concernant la Basque, la brigade anti-Sardina, ça m'amuse quand même aujourd'hui d'être devant les Camerounais de parler de cette brigade dont je ne suis ni l'un des auteurs ni l'un des membres. Mais simplement, les félicitations que j'ai adressées à cette brigade, à ces valeureux citoyens, à la suite de leurs actions de Genève, ont, dans certains milieux, créé un tollé général. D'aucuns m'ont même taxé d'être l'un des commanditaires de la Basse, et donc d'un des cerveaux. Voyez-vous, j'en ai déjà appris beaucoup, j'en assume, en vérité, je vous le dis, ça n'est pas une insinuation supplémentaire qui devrait m'ébranler. Il faudrait noter une chose importante. La Basse, pour ce que je connais, est constituée de citoyens camerounais qui vivent en diaspora. Et cette diaspora, elle est plurielle, elle est composite. Et une bonne partie de cette diaspora est constituée des Camerounais. Et parmi lesquels j'en ai beaucoup d'amis et par milliers. Des camarades de lutte qui, depuis 25 ans, se battent comme moi-même. Eux, ils ont choisi l'exil parce qu'ils en étaient contraints, tout comme moi. Certains sont revenus, mais d'autres sont restés. On ne saurait jeter l'opprobre sur ces vaillants Camerounais qui, pour beaucoup, sont restés en Occident ou dans les pays d'Afrique parce que le régime de Yaoundé ne leur donnait pas la possibilité de s'exprimer au niveau local. Il ne faudrait jamais oublier que c'est depuis 1991 que la vague des exilés de type politique dans la deuxième phase de la révolution, parce que ce n'est pas de révolution, en oubliant que la révolution, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. La révolution au Cameroun, je le rappelle bien, c'est depuis les années 50, la fin des années 50. Et la résistance, c'est depuis pratiquement 1955, lorsque l'UPC est contraint à l'exil. Donc, cette précision faite, il faudrait dire que la diaspora camerounaise a en son sein presque à 80% pour ce qui est la diaspora combattante des citoyens camerounais dont l'engagement ne saurait être remis en question. En 90, par les actes d'un certain ministre qui est aujourd'hui, que je respecte toujours, parce que c'est un humain, mais dont on ne pourrait effacer les actes qu'il a posés, dans le régime de M. Biya-Paul, des étudiants camerounais étaient exclus de manière définitive des universités. On a même dit exclus à vie des universités du Cameroun. De cette génération, il faut noter que des centaines de Camerounais, même ceux qui n'étaient pas exclus à vie, étaient dans des listes édictées par les services spéciaux camerounais. Et ces listes disaient il faut arrêter ces gens et les tuer. C'est pour ça que des centaines de Camerounais, et moi j'ai particulièrement aidé une centaine à s'exiler, c'est-à-dire à exfiltrer, comme on dit, n'en déplaise à ceux qui voudraient voir autre chose, pour que ces gens se retrouvent au Mali, au Burkina Faso, au Nigeria et ensuite aux États-Unis, au Canada. J'en suis fier d'avoir posé ce type d'acte. Et que ces Camerounais aujourd'hui, qui pour beaucoup ont repris les études, et sont devenus des maîtres chacun dans son domaine, parce qu'il ne faut pas voir, comme j'ai lu dans les réseaux sociaux et dans certaines communications, des gens du pouvoir. On a taxé ces gens de la diaspora de tous les noms d'oiseaux, hein, c'est-à-dire comme si c'était des ignorants, des illettrés, ou des clochards, ou des demandeurs d'asile. Il faudrait bien que cela soit très bien clair.
que ces jeunes, ces Camerounais, mes camarades qui sont partis depuis les années 90 et qui sont retrouvés à l'extérieur, ils sont rares et représentent moins de 0,5% ceux parmi ces gens qui ne sont pas meilleurs dans leur domaine. On a des colonels dans l'armée américaine. On a des officiers supérieurs dans les armées du monde. On a des professeurs agrégés des universités dans le monde. On a des ingénieurs dans les positions les plus enviables dans le monde, qui font partie de cette crème que le régime de M. Biya-Paul a obligé à l'exil, a contraint à l'exil dans les années 90. Et depuis lors, toutes les crises auxquelles le régime nous a soumis a produit d'autres exilés camerounais qui, parce qu'ils avaient de la conviction, ces jeunes, ont décidé de continuer la lutte, à chacun à sa manière. Et donc, quand j'ai fini de dire ça, on me pose la question, pourquoi? Où est le rapport avec la base? Mais le rapport est réel. C'est que dans cette base se trouvaient effectivement un certain nombre de leaders estudiantins de l'époque, qui sont des cadres, et des grands cadres dans leurs différents pays, dans les pays qui les ont adoptés, parce que le Cameroun encore se distingue par cette capacité à pouvoir vouloir la même chose, son contraire. En même temps que les ministres de M. Biya-Paul ont les doubles nationalités, on s'offusque de voir que des citoyens camerounais, pour leur survie dans l'univers où ils se trouvent à l'étranger, prennent des nationalités supplémentaires. Mais c'est aberrant de cette affaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un ami comme Didier Yango, à un moment donné, s'est vu refuser la direction de la Société des artistes, au motif qu'il était de nationalité américaine. Quelle aberration. Donc, pour dire que cette diaspora est loin d'être ce que le régime RDPC présente. Le régime de M. Biya-Paul voudrait présenter la diaspora combattante comme étant des citoyens vraiment des demandeurs d'asile, des va-nu-pieds. Non, 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 pas du tout. C'est des hauts cadres qui ont une haute considération de ce pays, qui croient en ce pays et qui ont sacrifié pour beaucoup leur jeunesse pour se battre pour ce pays, qu'on appelle le Cameroun. Et c'est une grosse insulte que de les taxer de nom d'oiseau. Et donc, de ce point de vue, quand j'ai fini de dire cela, la Basque, à un moment donné, ces citoyens de la diaspora étaient, pour certains, dans le Code, dans le Conseil de la diaspora et tout autre type d'organisation, dans lesquelles je n'en suis pas membre, je n'en fais pas partie. J'ai eu à les reprocher pour les leaders en lesquels j'avais une confiance sérieuse. J'ai eu à reprocher leur capacité, leur facilité à se laisser pénétrer par des transfuges du régime qui, du jour au lendemain, parce qu'ils arrivaient à Paris ou à Londres ou à Washington, subitement, pouvaient chanter très haut et fort « Monsieur Biya-Paul, il est méchant, il est ceci ». Et du coup, on l'enrôlait dans le système révolutionnaire. Non, monsieur, la révolution ne doit pas se faire de cette manière. On doit être rigoureux dans le processus de recrutement des combattants. Ça n'est pas parce que des individus se lèvent le matin et crient fort Biya-Paul est bandit ou tout ce qu'ils peuvent dire que du coup, ils sont des véritables combattants. Donc, j'ai demandé à mes amis de la diaspora à l'époque de faire très attention de cette exfiltration. Ils se sont laissés infiltrer. Malheureusement, ils en payent dans certaines conditions des conséquences. Je n'en reviens pas. Mais moi, quand ils sont muets, on a créé la base, j'ai été l'un des premiers à ne pas être d'accord sur les stratégies de lutte de la base. Et je l'ai fait savoir. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que quand j'ai à dire une chose, je le dis. Je ne passe pas par quatre chemins pour dire ce que j'ai à dire. Ça peut ne pas plaire, mais surtout, je me comporte comme un médecin qui doit pouvoir dire à un père de famille que la température que je viens de prendre, c'est 41 degrés de fièvre pour votre enfant. Alors, maintenant, si vous voulez casser le thermomètre, vous le cassez, mais si vous voulez soigner votre enfant, vous allez le soigner. Donc, je n'ai pas peur de dire la vérité, et je l'ai dit à ce moment, je ne suis pas d'accord avec mes amis de la basse qui s'en prenaient aux artistes camerounais. Quel que soit leur bord, parce qu'à l'époque, j'avais développé un argumentaire qui n'a pas plu à beaucoup de mes amis de la diaspora. J'ai rappelé qu'à la réalité, lorsqu'on accuse des gens d'être allés chanter pour Paul Biya, pour M. Biya-Paul au Palais des Sports, à la réalité, ça me semblait être un peu lâche. Lâche pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai choisi de rester dans ce pays. Mes obligations professionnelles m'amènent à être partout dans les différents pays du monde, dans le cadre onusien ou autre, mais ma base reste le Cameroun. Et je côtoie au quotidien ces artistes qui sont de toutes les origines et qui, pour certains, sont dans une précarité inacceptable. Lorsque des gens sont dans cette situation, ont des problèmes de loyer, certains viennent me voir de temps en temps pour me dire « Écoutez, Dr Kabga, vraiment on a des problèmes, on sait que vous battez, vraiment essayez de nous aider, on a un problème de loyer de 3 mois, de 60 000 francs. » Voyez-vous, c'est des gens qui ont 20 000 francs de loyer pour certains, 20 000 francs de loyer et qui n'arrivent pas à payer. Quand des gens comme ça se lèvent du jour au lendemain
reçoivent dans leur boîte un coup de fil qui leur dit il y a un concert au Palais Sport. Au cours de ce concert, chacun qui viendra peut-être aura 50 000 ou 100 000. Messieurs, au nom de quoi ils vont refuser le concert? Parce qu'on va chanter pour dire que Biapol est le plus beau? Non, messieurs. Je leur dis allez prendre cet argent, c'est notre argent aussi. Le fait d'avoir assisté à un tel concert, d'avoir presté au cours d'un tel concert, ne peut pas faire de ces personnes, de ces artistes, qui sont tout aussi camerounais comme les autres, une cible. On ne peut pas leur faire le procès d'être allé chanter pour M. Biapol. Et en faisant croire à l'opinion que c'est le fait d'avoir chanté pour M. Biapol qui aurait aidé ce monsieur à rester au pouvoir. C'était les argumentaires que j'ai développés, l'argumentaire que j'ai développé en son temps, pour dire à mes amis de la basse, non, changez de cible. Parce que ces jeunes artistes, vous ne pouvez pas décider de combattre ceux qui ont aidé le système à partir d'un instant T que vous choisissez. M. Biapol et son système ne sont pas devenus criminels à partir de 2018. Ils le sont depuis 1990, l'année à laquelle moi je m'engage dans la bataille. Peut-être avant, parce que les autres sont engagés avant moi, et ont peut-être des arguments plus sérieux pour pouvoir dire ce qu'était le régime avant 1990. Mais moi je peux en parler avec autorité sur la période de 90 à nos jours. Et donc on ne peut pas faire le procès à des artistes camerounais au motif qu'ils ont allé chanter pour M. Biapol. Parce qu'avant, non seulement leur concert n'a pas pu aider M. Biapol à gagner une élection, mais il y a eu des gens qui aujourd'hui sont aussi dans l'opposition, qui ont aidé M. Biapol bien avant 2018. Ils sont nombreux, qui entre-temps ont changé de veste, et qui sont rappelés que le combat que les Hilaire Kamga menaient depuis 1990 c'était le vrai combat, et nous ont rejoints. On ne peut pas donc laisser ces gens qui, nous ayant rejoints, et en prenant des positions de pouvoir, des positions de leadership, ne sont pas inquiétés pour aller inquiéter les pauvres artistes qui sont allés chanter pour 50 000, 10 000 ou 40 000. Ça, c'est ce que j'ai dit à la base en son temps. Et je leur ai dit, si vous voulez faire œuvre utile, ça m'intéresserait que vous identifiez les criminels du système, messieurs. Ces gens qui aident ce système à se consolider et à produire le mal-être, à produire la misère et à structurer le crime comme étant un mode de gouvernement. Quand vous aurez identifié ces gens et que vous leur montrez quand ils arrivent en diaspora que ce que vous faites au Cameroun, on peut vous le faire aussi, alors à ce moment, je serai avec vous. Si vous ne le faites pas et que vous vous en tenez aux artistes, comme vous avez fait à Nyangono et autres, alors vous saurez qu'on n'est pas ensemble, on n'est pas d'accord. Parce que, à mon sens, c'est lâche. Et quand j'ai fini de dire ça, je crois que mes amis de la diaspora ont compris. Parce que, voyez-vous, comme je l'ai dit, c'est des gens extrêmement intelligents. Pour ceux en qui j'ai confiance dans cette lutte. Et qui sont en diaspora. Je n'ai pas confiance en tout le monde. Ils sont beaucoup là, qui bavardent beaucoup, et c'est souvent même plus forts que certains. Mais ils ne sont pas des leaders. Ils ne sont pas les leaders. Ils ne sont pas des véritables combattants. Mais ceux qui sont des vrais combattants et qui sont en diaspora, ils savent, et je les connais, ils savent comment s'ajuster stratégiquement. Et ils sont ajustés. Et donc, les casses des ambassades, il est évident que moi je n'ai pas apprécié. Pour la simple raison que les effets collatéraux de ces actions au niveau de l'ambassade étaient de nature à produire davantage de misère à d'autres Camerounais. Et ça, c'est pas ce que je recherche dans la lutte. Maintenant, ceux qui ont initié ces casses savent pourquoi c'était intéressant de les faire. Je ne les juge pas, mais ça ne fait pas partie de mes types de stratégies que j'aurais suggérées. Maintenant, concernant l'action de Genève, écoutez, j'ai dit dans certains médias que j'étais d'accord et que j'étais fier, je félicitais les gens de la basse pour avoir dans leur manifestation pacifique à Genève, siège des droits de l'homme, justement à côté du Palais des Nations, montrer aux yeux de l'opinion que les Camerounais étaient fâchés. Si j'avais été à Genève à ce moment, j'aurais fait exactement la même chose, c'est-à-dire manifester avec une plaque pour dire on n'est pas content au Cameroun. On peut me faire changer, c'est ça qui est la vérité. Notez que M. Biapol était allé dans le cadre de ce qu'on appelait une visite privée. Ils nous ont dit que c'est une visite privée. Alors on ne peut pas être dans une visite privée et vouloir que quand on a un incident, ça devient public. C'est un paradoxe. Il était dans une visite privée. Bon, maintenant quand il est dans une visite privée et que les Camerounais dans leurs activités privées viennent dire à quelqu'un qui les gère qu'ils ne sont pas contents, pourquoi est-ce que ça pose un problème aux gens? J'ai dit, je félicite la basse pour ces actions qui ont été menées à ce moment-là, c'est-à-dire les actions de manifestation pacifique devant le siège des droits de l'homme, à côté de l'hôtel intercontinental, pour dire à M. Biapol et à ses hommes, s'il est venu pour des questions de santé, comme certains l'ont dit, on lui dit c'est pas correct. M. Biapol, c'est pas correct. C'est ce que j'ai apprécié. Parce que, à la réalité,
Monsieur Biya-Paul, on nous a fait une grosse communication au Cameroun pour nous faire comprendre que le Cameroun vient se doter des hôpitaux très impressionnants, les hôpitaux de référence. C'est le gros terme, vous savez, au Cameroun, on fabrique beaucoup de gros termes. Hôpital de référence. On nous a même dit que chaque ville, je ne sais pas, ou département devait être doté d'un hôpital de référence. Mais ce qui est intéressant, c'est que le dernier hôpital de référence, dont l'inauguration d'ailleurs a vu, pas moins qu'un Premier ministre, se trouve à Sambédita. Tout le gouvernement y était pour nous dire c'est très bien, les grandes infrastructures. Et on a enterré beaucoup de milliards là-bas. Au nom de quoi pensons-nous qu'on peut enterrer autant de milliards dans un hôpital de référence il y a quelques mois, qu'on vient d'inaugurer, et être encore dans une logique d'aller se faire soigner à l'extérieur? Si c'est une question de plateau technique, messieurs, demandez à acheter le plus grand plateau technique qui existe. Si c'est une question de spécialistes, faites venir les meilleurs spécialistes du monde pour qu'ils soignent non seulement M. Biya-Paul et les gens de son régime, mais qu'ils soient aussi les simples Camerounais que nous sommes. Les agriculteurs de Mbomeka qui ne sont pas dans le système. Qu'ils soient les agriculteurs de Tokombéré. Au nom de quoi des milliards doivent être dépensés à ce moment pour faire soigner des gens à Genève, en Suisse, en Allemagne, en France et autres, alors qu'en même temps, on est en train de nous dire qu'on met en place des grands hôpitaux de référence au Cameroun. Donc, si la visite privée avait pour but de permettre à M. Biya de se soigner et à son épouse, moi, je voudrais bien qu'il se soigne. Pour rien au monde, je ne souhaite que M. Biya-Paul ne meure maintenant. Moi, je prie pour lui. Parce que s'il meurt, il pourrait avoir une grosse catastrophe, parce que la transition n'est pas préparée, on va en reparler tout à l'heure. Il faut donc qu'il se soigne. Mais il faut que pendant 37 ans qu'il a été au pouvoir, qu'il comprenne que c'est indécent de créer des conditions pour accéder aux meilleurs soins aux gens de son système et maintenir le Cameroun dans un système sanitaire de bricolage. C'est pas moi qui le dis. Si jamais ils prennent tout l'avion et que l'évacuation sanitaire reste un principe de gouvernance au Cameroun, ça veut simplement dire qu'on est conscient que les hôpitaux camerounais ne sont pas de nature à pouvoir garantir une bonne santé pour les citoyens camerounais. Et donc, que les Camerounais se fâchent et viennent de partout de l'Europe, y compris des États-Unis, pour manifester et dire, M. Biya-Paul, nous ne voulons plus que cela se passe comme ça au Cameroun. Nous ne voulons plus que vous interdisiez aux Camerounais de manifester. Parce qu'à la réalité, si les Camerounais pouvaient manifester au Cameroun de manière normale, au nom de quoi ils seraient obligés d'aller en Occident manifester. Mais si en même temps, on dit aux Camerounais qu'on ne peut plus manifester sur ce territoire, sur ces 375 000 km², alors à ce moment-là, on va chercher là où on peut se faire entendre. Et le choix de Genève était bien pensé. Donc, ceux qui pensent qu'à la réalité, moi j'ai félicité la basse parce que j'étais de la basse, ils ont fait tort, moi je ne suis pas de la basse. Mais il y a une action qui a été posée et que j'ai appréciée parce que c'était symbolique. Ça a permis à toute la presse du monde entier de se saisir du dossier Cameroun pour questionner qu'en fait Cameroun là c'est où pour ceux qui n'en savaient rien du tout. Et on dit mais pourquoi est-ce que les gens viennent dépenser autant de milliards pendant l'année pour dormir dans un hôtel alors que dans leur propre pays il y a y compris des lacs, des meilleurs lacs, parce qu'on me dit c'est peut-être le lac de Genève qui attire M. Biya-Paul et sa famille. Mais est-ce que c'est le lac qui manque au Cameroun? On aurait pu aménager le lac municipal de Yaoundé, il est à côté. D'ailleurs, je crois qu'il me semble qu'on a parlé d'un projet là sur le lac municipal. On nous a montré des tas de vidéos avec des 4D, des images 4D commencées à en faire au Cameroun, et peut-être, je crois, plusieurs centaines de milliards sont en train d'être distraits pour le fameux lac. Alors donc, on peut aménager bien le lac et permettre à M. Biya-Paul, de temps en temps, si tant est que c'est le lac qu'il a besoin de voir, de regarder ce lac. Et si c'est les plages qui manquent, non, il y a Limbé. Il y a, Limbé, il vaut mieux ne pas en parler, parce que c'est une honte pour le Cameroun d'avoir une plage comme celle-là, où même si votre pièce de monnaie tombe au bord de la mer, vous ne pouvez pas ramasser, parce que c'est tellement pollué, donc c'est une grosse honte pour le Cameroun. Mais il y a quand même Krimi qui, pour l'instant, a quand même des abords de plage qui sont acceptables, même si on se refuse de faire un projet sérieux là-bas. Donc, M. Biya-Paul et ses hommes ont intérêt, de mon point de vue, à privilégier le Made in Cameroun dans le cadre de leurs loisirs. Manifester pour leur dire que aller faire les loisirs là-bas en refusant aux Camerounais de faire aussi des loisirs à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, à Tokombéré et autres, c'est pas bien, c'est méchant. C'est normal que les manifestants soient soutenus par un combattant de la liberté que je suis. Donc si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose.
Maintenant, le jour où la base va poser des actes qui sont contraires à mes convictions, il est évident que je serai sur le front pour dire que je ne suis pas d'accord, ça ne tient pas la route, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Alors, donc, en résumé, félicitations à la base pour les actions de Genève. Toute action de même nature, susceptible de montrer aux yeux du monde qu'on n'est pas content au Cameroun, cela, je serai preneur. Maintenant, toute autre action qui va dans un autre sens, comme ce que j'ai décrit au début, je ne suis pas preneur. Chacun sa stratégie. Hein? Donc, voilà. Et non. Alors, quand j'ai fini de dire cela, ça nous permet d'embrayer sur le deuxième point de notre propos. Les négociations de Genève, à la réalité. Parlons-en un peu, les négociations de Genève. La Basque est venue dans un contexte où il y avait des négociations de Genève. Mais ces négociations de Genève visent à remettre sur la table la question de la crise anglophone. Et c'est pour ça qu'il faut parler de cette crise anglophone en quelque temps. Il est important de rappeler que depuis 2017, l'OFORANCH a fait une grosse déclaration sur la crise anglophone. La plateforme de la société civile pour la démocratie a fait des correspondances officielles, non seulement à M. Biya, Paul, au gouvernement camerounais, j'entends, mais aussi à l'ensemble des pays qui comptent et qui ont des relations très accentuées avec le Cameroun. Nous avons été reçus par la plupart des pays, des représentants de pays potentiels de ces pays-là, et j'ai eu à dire à ces ambassadeurs des différents pays quelle était notre position par rapport à cette crise qui venait de voir le jour. On va y revenir sur la position. Mais simplement, il faut peut-être se poser la question de savoir, quand on parle de crise anglophone, de quoi il est question? Au-delà de toutes les théories qu'on a pu comprendre, il faut rappeler que cette crise a connu 3 séquences importantes. Vous allez me demander pourquoi je reviens sur les séquences. En vérité, je vous le dis, si on nous avait compris, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais nos frères anglophones, qui dans la légitimité de leurs revendications, voulaient simplement, au départ, être mieux considérés dans la République du Cameroun, ils l'ont exprimé d'une certaine manière lors des premières négociations. Ils ont dit le système judiciaire n'est pas bon. L'organisation de l'État ne donne pas autant de facilité. Nous avons l'impression d'être marginalisés. Alors, à ce moment, ces anglophones, à la réalité, quand on a résumé tout ce qu'ils demandaient, si on avait immédiatement répondu par dire « Ok, demain, on réalise la décentralisation telle que prévue dans la Constitution », même s'ils n'ont pas été d'accord sur cette Constitution, on aurait adressé cette crise. Mais en réponse à ces anglophones, qu'est-ce qu'on a fait? On a tabassé des avocats qui marchaient en robe. On a torturé des étudiants. Les images existent. Je pèse mes mots. On a pratiquement déshumanisé tous ceux qui pensaient parler au nom de nos frères anglophones. Et pour boucler la boucle, on a non seulement disqualifié les lieux de détention qu'il y avait même dans ces régions de la République du Cameroun, pour maintenant arrêter en nombre et déporter les leaders anglophones dans les lieux de détention dans les régions francophones. Voici la réponse première qui a été donnée aux anglophones dans les revendications purement, comme vous voulez dire, corporatistes. Mais vous pensez que quand vous tabassez les avocats anglophones, vous massacrez les étudiants, vous torturez les étudiants, Mondovision, les étudiantes particulièrement les filles, vous croyez qu'ils vont réagir comment? Ils vont réagir comment? Ils ont réagi de manière normale. Ils ont upgrade leurs revendications, messieurs. Ils ont dit désormais on ne parle plus de ça. Et si la majorité des anglophones au début voulaient la décentralisation, une réelle décentralisation comme étant la solution, dès que cette humiliation est arrivée, ils ont monté pour que le camp fédéraliste dans la région anglophone devienne majoritaire. Jusque-là, on n'en est pas encore à la sécession, monsieur. Mais quand tous les leaders, finalement, les Mancho BBC et autres, Arbobala et tous, sont finalement arrêtés, déportés à Yaoundé, on se dit, ben, dans ce cas, je crois qu'il faut parler d'autre chose. Même séparer le pays là, revenir à 1961 n'est pas la solution. Il faut peut-être diviser le pays là en deux, revenir à la situation avant 61, donc à un État anglophone. C'est légitime de revendiquer.
Les anglophones n'ont pas été écoutés comme ça se devait. Et on est parti de la revendication d'une majorité d'anglophones qui était pour la décentralisation, vers une majorité à la fin des années de 2017 qui était fédéraliste. J'ai eu le privilège, dans le cadre de mes missions professionnelles, de me retrouver dans les deux régions. Pendant plus de 2 mois, aussi bien dans le nord-ouest et le sud-ouest, où j'ai fait 34 localités. Si j'ai eu le privilège de dormir dans les hôtels UP comme à Yaba, ou bien à Bamenda, ou bien les autres hôtels de Boya, je suis allé dormir avec des fermiers à Kumba. Je suis allé à Moutengene, j'ai dormi avec des boutiquiers, pour comprendre. Je suis allé à Kumbo, dormir avec les religieux, pour comprendre. Et qu'est-ce que j'ai pu comprendre sur le terrain? Les anglophones, nos frères anglophones ont raison. Leurs revendications sont bien légitimes. Il est faux de vouloir manipuler l'opinion en essayant de généraliser la revendication anglophone. Les anglophones ont une histoire que les autres régions n'ont pas. Je suis de l'Ouest. L'Ouest n'a pas la même histoire que nos frères anglophones. Alors, s'il y a eu des accords à Fouman à un moment donné, il lui était indiqué simplement que les plénipotentiaires du régime de Yaoundé respectaient les accords de Fouman. Ça n'a pas été le cas. Et jusque-là, en se servant d'une élite aux ordres, une élite manipulée, on a fait croire aux anglophones qu'ils étaient aussi au pouvoir, alors qu'il n'en était rien. Je voudrais ici dire une anecdote. Mon chauffeur, Tapioca, il m'en parlait une fois, il me dit, depuis qu'on fait le tour des régions, c'est la première fois qu'on a une crevaison avec la 4x4 qu'on a là. On avait Prado à l'époque pour aller sur le terrain, il y a une dizaine d'années. Et on est arrivé en plein Kumbo, on a eu un gros problème parce que, justement, même avec une 4x4, on ne pouvait pas y accéder. Il est évident que ces problèmes de gouvernance, même dans d'autres régions, on en trouve. Parce que ces problèmes, il faut dire, ces problèmes de gouvernance, on en trouvera dans d'autres régions. Mais ces mêmes autres régions n'ont pas la même histoire que les anglophones. Donc, il faut donner à la revendication anglophone la place qui sied. Comprendre qu'ils sont dans leur droit de revendiquer des choses. Maintenant, est-ce que la manière avec laquelle ils revendiquent est acceptée? Je n'en sais rien. En attendant, c'est la légitimité de leur revendication qui doit être mise sur la table. Donc, les négociations de Genève viennent dans ce contexte et ces négociations mettent en relief les groupes qui combattent sur le terrain ou qui sont les commanditaires, qui sont les représentants des forces, des troupes sur le terrain, et les représentants des forces de Yaoundé, c'est-à-dire le régime de Yaoundé. Le fait seulement d'accepter ces négociations induit le fait que Yaoundé désormais accepte la belligérance. C'est-à-dire qu'on a 2 belligérants. Le pouvoir de Yaoundé, d'une part, et le pouvoir et les groupes sécessionnistes, d'autre part. C'est déjà un pas important. Important parce qu'il y a des gens qui ont refusé le dialogue à un moment donné. Ils ont dit on ne va pas dialoguer, il faut la force. Et c'est pour ça que la responsabilité doit être questionnée. Qui est donc responsable des morts? Nos soldats, par plusieurs dizaines, ont été tués sur le terrain. Et souvent dans une humiliation inacceptable. Les combattants ambazoniens ont été massacrés sur le terrain. Des villages entiers ont été détruits. Des dizaines de personnes ont été exécutées dans ce qu'on appelle en droit l'exécution extrajudiciaire. Des centaines de personnes ont été arrêtées simplement parce qu'on pourrait se dire délit de langue. Parce que peut-être ils griffonnaient un pidgin ou un anglais, on les a arrêtés. Aussi bien dans la région nord et du sud-ouest, que même dans les banlieues de Douala, de Bafoussam et de Yaoundé, qui sont gardés. Seulement parce qu'ils étaient anglophones. Mais pour les morts, pour les centaines de milliers de déplacés, pour les exécutés, les personnes exécutées de manière extrajudiciaire, toutes ces personnes qui depuis 2017 sont conclues cette situation, qui est le responsable? Je ne vais pas répondre. Mais à partir de l'instant où, à un moment donné, on dit qu'il faut le dialogue, et que les gens refusent le dialogue pour s'engager dans une voie de guerre, et que cette guerre produit des morts, je pense qu'il est indiqué de demander même à l'enfant qui n'a fait que le coup moins 2, de tirer une conclusion normale. Qui est responsable des morts?
Alors qu'on aurait pu éviter les morts si, dès 2017 et 2018, on avait accepté le dialogue. Qui est donc responsable des morts? On doit en trouver. Donc, quand on accepte de négocier aujourd'hui à Genève, moi je suis partant pour ces négociations. Il faut donc que le pouvoir de Yaoundé accepte de faire profil bas et de comprendre qu'il ne contrôle pas le terrain. Pour avoir été dans ces régions, malheureusement, nos soldats se battent beaucoup. Parce que dans les soldats camerounais, on reviendra sur l'armée, parce que j'ai un autre direct sur l'armée. Parmi les soldats camerounais, il y a des soldats qui sont extrêmement bien formés et qui ont un attachement, un rapport aux droits de l'homme qui est avéré. Ça, il faut le dire. J'en ai participé à la formation de beaucoup de hauts cadres de l'armée camerounaise, de la police camerounaise en matière de droits de l'homme. Je sais donc de quoi je parle. Donc, il y en a dans cette armée. Mais en même temps, dans cette armée, il y a une bande de brigands qu'il doit falloir extirper de notre armée républicaine, qui commet des fautes extrêmement graves dans cette région, des exécutions graves dans ces régions. Nous avons documenté des centaines de cas. En temps opportun, on y reviendra là-dessus. Alors, donc, il est non indiqué de laisser prospérer le discours du genre « on ne négocie pas avec des terroristes ». Genève est venue montrer qu'on peut négocier avec des gens qui ont pris les armes. Parce qu'à la réalité, je l'avais dit en son temps, il y a 1 an et demi, que c'est faux de prétendre qu'on ne négocie pas avec les gens qui ont pris les armes. Je voudrais qu'on me dise seulement si un de ces jours, dans l'histoire de l'humanité, il est arrivé qu'on négocie avec des anciennes forces rebelles quand ceux-ci, avec les forces rebelles quand ceux-ci ont déposé les armes, sans condition. Ça n'existe pas. Personne, monsieur. Sauf si on voulait se tromper soi-même. Tous les groupes armés, tous ceux qui ont pris les armes dans un pays, dans une région du monde, pour négocier, ont eu les armes en main. C'est quand on finit les négociations, on définit les conditions de dépôt des armes. On ne dépose pas les armes avant de négocier. Parce que c'est pas logique. Un gars qui a les armes et qui sait qu'il a les sang sur la main, comme disait Jean-Paul Sartre, ne peut pas déposer l'arme avant d'aller discuter. Puisqu'il sait que s'il dépose l'arme, vous allez vous occuper de lui. Il ne faut donc pas qu'on trompe les Camerounais avec des faux concepts. Que ce soit dans l'histoire récente du monde, de l'Afrique, ou dans l'histoire ancienne, on ne trouvera nulle part où des gens ont déposé les armes avant de négocier. On négocie justement pour, première chose, voir les conditions dans lesquelles on dépose les armes. On peut obtenir un cessez-le-feu pour négocier, mais on ne dépose pas les armes avant de négocier. C'est ça qui est la vérité. En vérité, je vous le dis, si Yaoundé a enfin compris qu'il faut négocier, je ne peux qu'apporter mon soutien à Yaoundé pour ces négociations. Il faut négocier, il faut discuter, il faut comprendre. Parce qu'en fait, on est là dans une phase d'une escroquerie politique à nul pareil. M. Biapo lui-même a mis en place une commission qu'il a appelée une commission de bilinguisme ou de je ne sais pas quoi encore, dirigée par un ministre, un premier ministre qui est très bien. Moi, j'ai eu le temps de le rencontrer, M. Bafani Moussonga, c'est quelqu'un de très bien, qui, dans le cadre de sa commission, a mené des consultations sur le terrain. Et les anglophones, nos frères anglophones, ont dit de manière claire ce qu'ils voulaient. Le premier rapport de la commission Moussonga est assez instructif sur les revendications anglophones. Mais M. Biapol, où est-ce que vous avez mis dans ces revendications? Les gars sont clairs. Qu'est-ce que vous en avez fait? Il fallait seulement passer sur ce document, venir sur ce document, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut adresser aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne peut pas adresser. Vous ne pouvez pas avoir mis en place une commission que les gens ont félicité. Moi, je n'étais pas d'accord avec la commission au départ, mais j'ai apprécié ce qu'ils ont fait comme travail. Dans la commission, il y a des gens assez crédibles, mes amis, que je connais très bien. Mais simplement, j'estimais que ce n'est pas la solution. Mais si en même temps, elle s'est muée en commission qui pouvait chercher la paix et non seulement le multiculturalisme et le bilinguisme, alors j'approuve ce qu'ils ont fait. Alors, où est-ce que vous avez mis le rapport? Donc, il faut partir de cette proposition faite par les anglophones eux-mêmes, de ce qu'ils attendent, pour conduire des négociations claires de retour à la paix dans les deux régions. Parce que comme je l'ai dit, mon séjour, même 1000 séjours dans ces régions ont montré qu'à la réalité, malgré toute la bonne volonté du régime de Yaoundé, ils n'ont pas le contrôle du terrain. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas prétendre avoir le contrôle du terrain lorsque vos adversaires décident que le ghost town c'est tous les lundis, et les lundis, personne n'ouvre. Donc vous dites, lundi, il faut que les gens ouvrent leur boutique. Vos adversaires disent, lundi, on n'ouvre pas. Alors, le lundi, on n'ouvre pas, ça veut dire que qui a le contrôle de la ville? C'est vos adversaires.
C'est ça qui est la vérité. Quand les Ambazoniens décident de 5 jours de ville morte, Goston, comme ils appellent, Yaoundé dit qu'ils vont se battre pour qu'il n'y ait pas de ville morte. Après, il y a tous les villes mortes sur les 5 jours. Ça veut dire que la réalité du terrain, c'est que les anglophones qui ont pris les armes et qui s'appellent les Ambazoniens sont ceux qui ont le contrôle du terrain. C'est ça qui est la vérité. Et M. Biya-Paul doit connaître cette vérité. Sinon, il va se laisser tromper par des faux rapports. Maintenant que ce n'est pas Yaoundé que les anglophones appellent la République du Cameroun, dans laquelle nous sommes, parce que Yaoundé n'est pas ceux qui contrôlent le terrain, on doit pouvoir comprendre que pour revenir à une situation ex-ante, c'est-à-dire où Yaoundé avait le contrôle, il faut négocier avec ceux qui ont le contrôle du terrain. Et donc j'apprécie cette clairvoyance qui enfin anime Yaoundé, qu'il accepte de négocier à Genève. Maintenant, quand on finit de parler de négociation, de cette appréciation des négociations de Genève, on doit se dire, en fait, ça intervient dans un contexte précis. Un contexte où l'ensemble de la communauté nationale et internationale appelle au dialogue. Un dialogue qui vient d'être aussi adoubé dans le discours officiel par M. Biya-Paul. Nous avons eu le temps de féliciter M. John Gouté, le docteur John Gouté, à sa nomination en tant que Premier ministre. Moi, personnellement, je l'ai félicité. J'ai eu le temps de le rencontrer pour lui dire oh, combien je l'encourageais à chercher les solutions de paix. On a eu une discussion assez enrichissante, au cours de laquelle il a promis qu'ils étaient dans la voie de recherche des solutions de paix. Et je continue d'attendre. Je continue d'attendre. Qu'est-ce qu'ils proposent effectivement, c'est-à-dire le gouvernement de Yaoundé dans ces conditions? Ils ont dit le dialogue. Mais simplement, le dialogue tel que nous l'avions pensé en son temps, en 2017, semble ne pas être la même compréhension qu'a le gouvernement de Yaoundé et un certain nombre de pays potentiels de ce gouvernement. C'est normal que les gens aient leur position, mais il faut que l'opinion soit éclairée sur la réalité du contenu du dialogue. Qu'est-ce qu'on entend par dialogue? Est-ce que la négociation de Genève constitue en même temps les dialogues que le Camerounais attend? Je n'en crois pas. Parce que lorsque nous avons fait le tour des pays qui comptaient rencontrer les diplomates, c'était pour leur dire qu'il faut que Biya essaye de convaincre M. Biya et son régime de négocier, de dialoguer, de discuter. Et plusieurs ambassadeurs, et je vais citer entre autres l'ambassadeur de France qui a insisté là-dessus, parce que je peux citer les pays. L'un des plus réticents était la France. Ils m'ont dit, mais vous proposez que le pouvoir de Yaoundé va négocier. Qui il va négocier avec qui? C'était la question qui était posée de manière régulière et de manière récurrente. Et nous leur avons opposé ceci. Non, vous ne pouvez pas comme ça dire qu'il n'y a pas en face. Ça, c'est le discours de Yaoundé et d'un groupe à Yaoundé qui ne veut pas que la paix, que la guerre s'arrête. Parce qu'en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a une industrie de la guerre qui s'est développée. Et que même dans le système à Yaoundé, il y a des gens qui ont une position nouvelle grâce à la guerre et qui n'ont donc pas intérêt à ce que la guerre s'arrête. Vous ne pouvez pas, en tant que diplomate, en tant que représentant d'un pays étranger, prétendre qu'il n'y a pas d'interlocuteur en face. Et à ce moment, nous leur avons dit ceci. Si vous cherchez des interlocuteurs, notre solution, c'est laquelle? Prenez M. Toumi dans la région du Nord-Ouest. Il est dans la centaine dans bientôt. Il n'entend rien du tout. Il était l'une des personnes les plus crédibles de ce Cameroun, de ce pays. Il vous choisira 15 personnes dans le Nord-Ouest qui seront acceptées par les citoyens de ces régions. Monsieur Chief Ndele du RDPC, le sénateur du RDPC, qui lui a déjà 100 ans, et qui, dans sa région, est une autorité morale très reconnue, il vous produira 15 personnes dans la région du Sud-Ouest qui seront acceptées par le base. Les deux propositions permettront d'avoir 30 anglophones qui seront acceptés par leur base et pourront négocier avec Yaoundé, discuter avec Yaoundé et peut-être avec compris. Yaoundé n'a pas compris de cette proposition. Les diplomates n'ont pas accédé à cette proposition, ils accèdent quelques temps après. Il y a quelqu'un qui me dit il n'y a pas de négociation en Suisse. Non, on peut dire ce qu'on veut. Nous savons qu'il y a des négociations qui ont été ouvertes en Suisse. Les Nations Unies ont approuvé cette initiative. L'Union européenne a approuvé cette initiative. Et plusieurs gouvernements qui comptent ont approuvé cette initiative. Nous, à l'OFOANGE, on apprécie cette initiative. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas de négociation. Donc, nous croyons que
le dialogue attendu par les Camerounais n'a rien à voir avec les négociations de Suisse. Mais ça participe au modèle que nous avions suggéré. Que si on veut dialoguer, le dialogue doit prendre 3 étapes. Dans un premier temps, il faut donner une chance au dialogue interne anglophone. En vérité, je vous le dis, si les anglophones ne se réunissent pas eux-mêmes d'abord pour s'accorder sur l'agenda, sur les desiderata et sur le leadership, on n'aura pas un dialogue anglophone-francophone qui soit acceptable et crédible par la suite. Donc, de ce point de vue, il était intéressant, première étape, de donner une chance au dialogue initié par le cardinal Toumi, dans le cadre de la Anglophone General Conference, qui a été initié et qui jusqu'à aujourd'hui attend un soutien clair et précis de l'État du Cameroun, donc du gouvernement de Yaoundé. Mais ce dialogue, cette rencontre, n'a toujours pas le soutien de Yaoundé, malheureusement. Pourtant, c'est la première étape. Il faut qu'on passe par là. Quand on aura fini avec ce dialogue, cette conférence des anglophones, qui va produire les revendications crédibles des anglophones, à mettre sur la table, du dialogue bipartite, la deuxième étape, c'est donc une rencontre bipartite. Il faudrait que ce que les anglophones ont adopté comme leur desiderata, qu'ils en discutent maintenant avec les représentants du Cameroun, de Yaoundé. Et quand ils sont accordés sur un minimum, cela va servir maintenant de terme d'une partie des TDR, du dialogue inclusif que tous les Camerounais attendent, au cours de laquelle tous les problèmes du Cameroun vont être mis sur la table et les problèmes de nos frères anglophones étant une priorité. Si on a adopté pour le fédéralisme, avec les pouvoirs les plus étendus dans les 2 régions concernées, on va consigner cela dans la constitution du Cameroun. Donc, il y a 3 étapes. Un dialogue d'abord, une conférence entre anglophones. Deuxièmement, une rencontre bipartite entre anglophones et francophones. Et enfin, un dialogue national inclusif qui devrait, d'une part, permettre de redéfinir le contour de l'État du Cameroun, l'organisation de la République, le consigner dans une constitution, naturellement en adoptant un modèle fédéraliste, bien entendu, et pour lequel dialogue, les résolutions devraient avoir force de loi. Il faudrait bien qu'on s'accorde. Toute autre forme de dialogue qui serait un peu comme la tripartite de 1991 ne pourra pas être acceptée. Il ne pourra pas. Parce qu'à la réalité, la tripartite a produit des résolutions dont on a laissé compétence à un seul individu de pouvoir mettre en œuvre les résolutions progressivement. Et progressivement, jusqu'à aujourd'hui, de 96 à ce jour, 23 ans, on n'a toujours pas fini de les mettre en place. Progressivement. Donc, on ne peut pas accepter ce principe. Donc, le dialogue est attendu par les Camerounais. Parce qu'il est évident que M. Biya-Paul, il faut le dire, doit pouvoir... nous l'avons dit dans une lettre, on respecte. Quelqu'un nous a dit dernièrement qu'on ne respecte pas beaucoup les aînés. Donc, nous avons écrit depuis pour lui dire que souhaitons qu'il prenne sa retraite. Il a beaucoup travaillé pour le Cameroun. Je ne veux pas juger si c'était un bien ou un mal, mais un bon Bantou doit savoir que quand on a atteint son âge, on se repose. Et nous, ses petits-fils, on doit pouvoir lui proposer un repos qui soit acceptable et souhaitable. On lui a proposé ça il y a en 2011. Donc, on est tout dans la logique de permettre à M. Biya-Paul d'aller se reposer. Or, pour qu'il aille se reposer, il faudrait qu'il crée des conditions avec nous de la transition politique. La transition politique doit s'organiser. Et sur cette question de transition politique, nous aurons un direct spécifique, parce que nous avons un contenu, nous avons une forme, nous avons des orientations bien précises, parce que le Cameroun court un grand danger sur cette transition politique. On risque d'avoir un autre hold-up sur la transition. Donc on va en reparler. Maintenant, parlons un peu, pour finir les 2 derniers sujets sur le patriotisme. Monsieur Biya-Paul, j'ai été très interpellé lorsque
J'ai écrit à M. Biya il y a quelque temps, et beaucoup de gens m'ont dit des tas de choses, pour certains très très gentils, mais d'autres n'ont pas été très gentils avec moi. Alors, mais comme j'accepte tout ce qui arrive, et j'ai dit c'est tant mieux, mais quand l'occasion m'est donnée, et que nous avons des Camerounais qui nous suivent par plusieurs centaines, on doit préciser. Lorsque j'ai écouté M. Biya-Paul parler de patriotisme, j'étais un peu embêté. C'est pour ça que je l'ai interpellé. Parce que depuis une vingtaine d'années, je n'ai plus l'impression qu'on a la même notion de patriotisme. C'est pour ça que je le lui ai dit. Parce que si je commence par mon ami, notre ami Valsero, vous ne pouvez pas avoir un jeune garçon engagé, qui croit en son pays, qui prend la peine d'utiliser ce qu'il sait le mieux faire, la chanson et la musique, pour vous adresser une correspondance. Vous dire, ce pays tue les jeunes, mon père. Il vous a adressé cette correspondance, M. Biya-Paul, avec tout le respect qui s'y est. M. Biya-Paul, Valsero vous a dit, ce pays tue les jeunes. Première lettre au président. Vous ne l'avez pas écouté. Il vous en a écrit une deuxième lettre. C'est ça le patriotisme. Parce que ce n'est pas lui qui souffrait. Valsero n'est pas un misérable. Au contraire, je le connais trop bien pour savoir qu'il vivait très bien. Donc, c'est pour les autres jeunes, pour les autres Camerounais dont ils voyaient la souffrance, le niveau de souffrance qui leur était infligé dans un pays qui pourtant dispose de toutes les potentialités. En vérité, je vous le dis, Valsero n'écrivait pas pour lui, il écrivait pour les autres. Mais après 2 correspondances, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Biya-Paul, vous n'avez pas hésité de l'envoyer en prison, de laisser qu'on l'envoie en prison. À ce que je sache, il n'a même pas marché le 28 ou je ne sais pas quoi, encore janvier ou autre. Mais il est en prison aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce qu'un patriote devrait se retrouver en prison seulement parce qu'il vous a interpellé gentiment? Il vous a interpellé avec les mots les plus appropriés pour dire « Papa, ne les laissez pas, ces jeunes. Occupez-vous d'eux d'une autre manière. » Mais vous l'avez envoyé en prison. Mais en même temps, j'ai rappelé à ces gens, après Valsero, mon ami Abbé Gaston, j'ai dit, un autre Camerounais que je connais très bien, qui s'appelle Alain Foguet, le professeur Alain Foguet. Il a soutenu sa thèse en 2002, brillamment, à Strasbourg, l'université Robert Schuman. Depuis la France, quand il soutient cette thèse, il est sollicité par la plupart des grandes universités du monde. J'ai eu les preuves, j'ai eu les éléments. On veut qu'il enseigne là-bas. Mais il a dit, le niveau de savoir que j'ai eu, cette branche dans laquelle je me suis spécialisé, elle n'est pas encore bien répandue au Cameroun. La géostratégie. Je rentre au Cameroun. Il a décidé de rentrer au Cameroun, malgré ses propositions alléchantes, mettre son savoir à la disposition des Camerounais. Dès qu'il est entré à l'université de Soie, je me rappelle encore ce jour où je me suis retrouvé avec lui au campus de l'université, avec les habits déchirés, il était totalement déchiré. Hein, il était mordu, on avait mordu sur lui, déchiré et tout ça. Pourquoi? Parce que, enseignant de son état, surveillant dans une salle d'examen, il avait arrêté des tricheurs, dont un officier de police qui composait, et qui ont triché. Mais ces gens lui ont infligé une telle bastonnade en plein amphithéâtre, au seul motif qu'il les a arrêtés, parce que Foguet, Alain, Tédon, ne comprenait pas qu'on puisse tricher aussi grossièrement. Donc ces 2 personnes l'ont tabassé correctement, et c'est moi qui ai pris le dossier pour gérer du point de vue des droits de l'homme. Mais vous savez quoi? Ces personnes ont non seulement eu leur diplôme, d'une part, mais les procédures engagées par M. Foguet n'ont pas connu, n'ont pas prospéré. Malgré ça, Foguet a continué d'enseigner parce qu'il avait un savoir à transmettre. Et comme il a vu que beaucoup d'étudiants même souffraient, il n'avait pas des moyens, il a créé même des unités de production en tant qu'universitaire. C'est ça qu'on appelle patriotisme, M. Biya-Paul. Mais qu'est-ce qu'on lui a réservé comme sort pour ce patriote? On l'a envoyé en prison. On l'a envoyé dormir, il dort en prison centrale. C'est là où il se trouve, peut-être que M. Biya ne sait pas. Je voudrais lui dire, et c'est pour ça que j'ai demandé, de l'accompagner en prison, voir où se trouvent quelques patriotes. Il en est de même pour Camto, le professeur Camto. M. Biya et le système nous rappellent toujours l'indivisibilité du Cameroun, comme principe de base, principe fondamental. Mais simplement, j'ai envie de rappeler à tous ceux qui tiennent à la suite de M. Biya ce discours, que ce Cameroun, à un moment donné, était divisé. Il y avait d'une part le Cameroun normal et l'autre part Bakassi, qui était administré par le Nigeria. Il a fallu donc que Camto et les autres se battent en vrais patriotes
pour que ce pays redevienne un. Il se trouve où? En prison. C'est ça les patriotes. C'est ça les patriotes. Et vous voulez nous chanter le patriotisme? Non, ça ne tient pas la route. Parce que j'ai voulu dire à M. Biya-Paul, même sur le plan économique, peut-être qu'il ne le sait pas. Est-ce qu'on peut être patriote et tolérer ce qu'on voit avec Bolloré au Cameroun? Je cite bien le nom. Parce que j'ai eu à souffrir de Bolloré. Parce que j'allais à Paris pour témoigner devant les tribunaux français contre M. Bolloré, Vincent et sa mafia au Cameroun. Je l'ai fait avec Pius Ndiawe, avec Jean-Marc Bikoko et avec M. Tankwa, un autre Camerounais. On est allé à Paris pour combattre cette mafia qui a servi le Cameroun. Est-ce que M. Biya sait que notre rail que nous avons construit avec notre argent, nos parents ont souffert leur sueur pour creuser ces rails-là. Notre argent, notre budget a mis les fers. Notre argent a mis les bâtiments, ce qu'on appelle les gares. Tout ça est donné à un individu pour vendre les tickets. On l'appelle Bolloré, parce que comme on ne peut pas vendre les tickets. C'est ça qu'on appelle ne pas être patriote. On ne peut pas être patriote et vendre notre rail à un individu parce qu'il va venir vendre les tickets. Quelle est la technologie particulière qu'il apporte que les Camerounais ne peuvent pas avoir? On a nos gares, nos rails, notre terrain. Même les emprises, on n'a pas le droit d'en avoir. Essayez d'aller sur les emprises de nos rails, construire quelque chose, Bolloré va sortir le lendemain et t'es chassé. Dans ton propre pays. Et on veut qu'on marche comme ça. Et on nous parle de patriotisme. Montrez-moi une seule gare que Bolloré, Vincent et sa mafia ont construit au Cameroun. Eux qui gèrent notre rail. Une seule gare. Là où il n'y avait pas, c'était pas utile pour eux pour transporter les marchandises, le pipeline et autres, ils ont abandonné. Et on va venir nous parler de patriotisme, c'est pas possible. C'est pas patriotique ça. Monsieur Etunzi, au port, qui devait aller avec nous à Paris pour le procès, n'a pas pu partir pour un certain nombre de raisons. Parce que lui, Etunzi, a dit, je ne peux pas gérer le port de Douala. Et on me demande de verser autant d'argent à un individu pour se rendre les mains de Bolloré. Même jusqu'à des petits bus dans les trucs, dans les amphithéâtres, on donne même à Bolloré. Nos forêts ont été finies par ces gens. Et on nous parle de patriotisme, il n'y a pas de patriotisme qui tienne. Donc, ceux qui ne parlent de patriotisme n'ont pas qualité pour en parler, parce que leur comportement ne montre pas un certain patriotisme. Nous y reviendrons. Pour cette vidéo, citoyens, citoyennes, en vérité, je vous le dis, je suis très mal à l'aise. Le discours de vérité que je tiens depuis des années amène le pouvoir de Yaoundé dans cette dernière phase d'agitation à vouloir me coller absolument une étiquette, l'étiquette de tribaliste. J'en ai vu même des, comment on appelle ça, des faux profils créés avec des élucubrations qui me seraient attribuées, à Hilaire Kamga. Malheureusement, la vérité a des longues jambes, le mensonge a des très courtes jambes. Et comme disait mon parent, le cardinal Christian Toumi, seule la vérité libère. En vérité, je vous le dis, collez-moi tous les étiquettes que vous voulez, y compris le tribalisme, mais vous n'aurez jamais la possibilité de pouvoir montrer qu'un seul jour, Hilaire Kamga aurait posé un acte, un discours, qui soit de nature à stigmatiser des communautés particulières. Je vous mets au défi à ceux qui tentent de me faire porter ce genre de chapeau, de m'apporter la vidéo, de m'apporter la bande où on écrit, par vos histoires de faux profils, dans lequel Hilaire Kamga parle des Betty Boulou, comme j'ai entendu certains parler. Il y en a même un seul ce matin, on m'a balancé une vidéo où il me cite personnellement, et je ne vais pas citer son nom, c'est pas important, c'est lui donner beaucoup de pouvoir là. Mais il y en a qui ont fait des vidéos pour envoyer, hein, des vidéos commandées pour dire Hilaire Kamga, Betty Boulou. Je vous mets au défi de me dire dans quel média, sur quel support j'ai parlé des Betty Boulou. Au défi, je vous mets au défi. Je suis un Bamileke qui s'affirme. Je suis la nouvelle génération des Bamileke qui refuse d'être tapé. Hein, parce que là, on est dans une logique où on voudrait même que, quand je suis fouetté, je ne dois même pas répondre. C'est malheureux. Si on me tape, je dois pleurer. Et si je pleure, ça sort en Bamileke que, ouais, que fouille là. Il faut qu'on admette, parce que c'est logique, c'est naturel. C'est qu'Anta Diop disait la construction des États-Unis d'Afrique passera par l'affirmation et la réaffirmation des tribalités maîtrisées, contenues et exploitées.
affirmer ma tribalité parce que j'appartiens à une communauté, Banjoun, Baham, Bamileke, n'a rien à voir avec une certaine antinomie que j'aurais, ou alors antagonie que j'aurais avec une autre communauté. Parce que je crois que chaque Camerounais, d'où qu'il vienne, doit pouvoir s'approprier sa communauté. Pour, dans ces communautés, retrouver ce qui est bien, identifier ce qui est mauvais, l'agiter et apporter ce qui est bien à la rencontre des communautés qu'on prépare. Quand on sera à cette table-là, où mes frères Betty, mes frères Fan, mes frères Moudan vont se retrouver, ils vont dire, voilà ces choses de bien qu'on a dans notre communauté. Les Bamileke diront, voilà ce qu'on a de bien dans notre communauté, les Betty diront, voilà ce qu'on a de bien dans notre communauté. Et tout ça mis ensemble va faire un Cameroun. Je ne suis pas pour l'hégémonie d'une communauté sur d'autres communautés. Mais je pense qu'il faut respecter chacun. Et je serai toujours contre tous ceux qui stigmatisent en fonction des origines ethniques. Et je voudrais qu'on admette que si on me tape en disant que je suis Bamileke, je dois réagir en disant que je suis Bamileke et je suis fier de l'être. Si en même temps vous espérez qu'en me stigmatisant, en disant je suis Bamileke, je dois dire non, je ne suis pas Bamileke, vous vous trompez. Parce que c'est indéniable, je suis Bamileke, monsieur. Je suis Banjoun, je suis le fils de mon père et de ma mère. Je ne suis pas le fils d'une autre mère. Vous n'allez pas me créer une autre mère, pas parce que je suis Camerounais que je ne suis plus l'enfant d'une mère. Mon ami Mengele, avec qui je suis, il est Betty, il est Eton, le fils de sa mère. Mais il ne peut pas être en même temps Betty et Bamileke, il est Betty et Camerounais. Pourquoi vous voulez mettre les ethnies entre ce qu'on y est que les ethnies soient les unes contre les autres? Pourquoi voulez-vous construire et créer des caricatures de tribalistes aux gens pour rien? Dans une émission de télévision, on m'a invité à rencontrer pour faire le challenge avec un patriarche Betty que je respecte beaucoup, mais à son âme. Et encore une fois, il est revenu sur la table avec une caricature. Du genre, un Betty ne peut pas payer le terrain à l'ouest Cameroun. Et je lui ai dit, mon père, Onabel Zibi, venez demain avec votre argent, choisissez la localité Bamileke que vous voulez. En 24 heures, vous trouvez un terrain. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à sa mort, il n'en a pas. Il n'en a pas pu. Donc, qu'on cesse de vouloir dresser les ethnies ou les tribus les unes contre les autres. En fait, il faudrait que les Camerounais soient vigilants. C'est un pouvoir central qui sentant sa fin, veut instrumentaliser les ethnies pour essayer de se pérenniser encore si tant est que c'est possible. Mais ce n'est pas possible. Parce que la vérité est que j'ai mes amis qui sont à 50 km de Yaoundé, qui sont étonnés de ça, des localités à côté. Il y a des localités où, lorsqu'il pleut, les cadavres sont obligés de rester à la morgue pendant 2-3 semaines, le temps que la pluie cesse, parce qu'on ne peut pas accéder, et on est en plein pays Betty. Monsieur Bi, c'est pas taper les gens en raison de leurs origines et de refuser qu'ils s'acceptent comme étant de cette origine. Comme principe de gouvernement, je vais finir par là. Le Cameroun nouveau dans lequel je rêve, c'est ce Cameroun que nous allons décrire dans la prochaine vidéo. Je crois en la réconciliation nationale, mais elle doit passer par la commission vérité et réconciliation. En vérité, je vous le dis, c'était le 13e épître d'Hilaire Kamga. Le 14e épître d'Hilaire Kamga, ce sera pour demain. Ou dans les jours qui suivent, en fonction de ce que la cellule de communication aura décidé. Je vous remercie.